Mais... Comment... Chaldonnay, bonsoir à tous. Je vous propose qu'on commence ce conseil municipal. Je déclare ouvert. Je vais faire lecture des pouvoirs. Un petit peu aujourd'hui. Donc, pouvoir de Pierre Bideguin pour moi-même, de Ania Martinetti pour Marie-Louise Lécouna-Auger, d'Émilie Dutoya pour Antoine Billotte, de Gauthier Naf pour Marion Duprat, d'Henri Rigoyen-Berry pour Jean-Pierre Lehmann, et de Daniel François pour Jean-Michel Dirassard. Et désigné comme secrétaire de séance, comme d'habitude, Antoine Billotte. Et on va passer au chapitre 1 des affaires générales. Donc, point 1, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 30 juin 2022. Y a-t-il des observations ou des remarques? Je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 2. Compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Cette délégation m'a permis de signer 2 avenants dans le cadre de l'exécution des travaux d'extension de l'école de Marignella. Pour l'entreprise Ugno, il s'agit de la réalisation d'un auvent devant la cantine scolaire, bâtiment d'Iluma. Pour l'entreprise Soubiété, il s'agit d'un renforcement de la structure pour supporter un étage. Une convention avec l'Office de tourisme communautaire dans les anciens locaux de Quartet pour du stockage pour un montant de 500 € mensuel. Un marché avec la société Interénergie pour la maintenance et l'exploitation des chaufferies. Précédemment, ce marché était divisé en 2 lots. Il a fait l'objet de cette année d'un lot unique pour un montant total annuel de 14 796 € TTC contre 15 600 € TTC pour les 2 lots du marché précédent. À ce marché s'ajoute l'installation de la gestion connectée qui permet de piloter les chaufferies à distance. Un marché pour la réalisation d'une étude d'aménagement urbain du centre-ville. Un marché pour le contrôle et la maintenance des installations de sécurité incendie des bâtiments communaux. Précédemment, ce marché était divisé en 2 lots aussi. Il a fait l'objet de cette année d'un lot unique pour un montant total annuel de 3 860 € TTC contre 5 054 TTC pour les 2 lots du marché précédent. 2 avenants au marché d'extension des ateliers municipaux. L'un est relatif à la création d'une ouverture pour agrandir les espaces et l'autre est lié à la non-réalisation de travaux que ne s'avère plus nécessaire. Un marché pour la réalisation d'une étude de circulation-stationnement. Un marché pour la prestation de transport pour les enfants des écoles et de l'ALSH avec une hausse de 7% par rapport au marché antérieur conclu pour la période 2018-2022, un marché pour la fabrication et la livraison des repas pour l'école. Le marché a été attribué à Bertaco avec un montant de repas à 3,39 € TTC contre 3,24 € TTC pour le marché précédent, soit une augmentation ou une hausse de 1,5%. Pour la LSH, le marché a été attribué à l'entreprise Chouari avec un prix de repas à 3,35 € TTC, prix similaire au marché précédent. Pour la crèche, le marché a été attribué à Chouari avec un montant de 3,17 € TTC pour le repas des bébés, ce qui nous suppose une augmentation de 20% par rapport au marché précédent, et de 3,48 € TTC pour le repas des enfants, donc une hausse de 8% par rapport au marché précédent. Une convention à l'association Icastol Negozek pour l'utilisation des locaux de la Croix-Rouge pour l'installation de l'Icastola Cascarotenea avec un loyer annuel de 10 000 €. Y a-t-il des remarques, des demandes de précision? Oui, Madame Dubarbier, puis Monsieur Perry. Oui, Monsieur le maire. La même question qui concerne 2 points. Tout d'abord, les marchés d'études d'aménagement et de circulation à la fois. Ce sont des sujets qui concernent le public. Pensez-vous, Monsieur le maire, que les avant-projets ou plusieurs hypothèses d'avant-projets seront présentées aux Ciboréens? Oui, c'est-à-dire au long de la réflexion, il y aura des moments de concertation, réunion publique à définir les modalités, parce que le marché a été attribué cet été.
Les premières réunions avec ces cabinets ont eu lieu cette semaine, pas plus tard que hier pour l'aménagement du centre-ville. Donc tout ça reste à caler, mais c'est dans les objectifs. Et bien sûr, on en discutera aussi en commission aménagement, travaux. Ok, merci. Puisque vous parlez de commission, pensez-vous que pour des sujets comme ça qui concernent vraiment le public, il serait possible dans une commission de faire une revue, au moins une revue de l'appel d'offres à marché? Oui, c'est-à-dire tous les marchés, on les fait passer en commission. On vous moi, informe. Oui, c'est ça. Non, mais avoir une revue. J'entends une revue, pas une information sur l'existence de cet appel d'offres. Une revue, regardez un peu les termes. Voilà. Regardez les termes. Si vous souhaitez, il n'y a pas de secret de toute façon. Hein, on est dans les clous. Non, mais j'imagine. Non, mais c'est pas sur les aspects réglementaires. Voilà. Rassurez-vous. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de suspicion. Mais c'est peut-être que techniquement, plusieurs regards, seraient peut-être si vous souhaitez. Contributeurs. Il n'y a pas de souci. Ok. Et j'avais une dernière question concernant l'ICASTOLA. Donc, tout d'abord, je ressens très positivement l'amélioration des conditions d'hébergement de l'ICASTOLA. Tout d'abord, une remarque. Dans l'article 6 de la Convention, il est écrit que l'objectif ou le rôle de l'ICASTOLA est de faire l'enseignement du basque. Il me semble que le rôle de l'enseignement est la transmission de la connaissance et des méthodes de travail. Je vais vérifier ça. Donc, dans une langue ou dans deux langues à la fois, peu importe. Mais l'objet central, je pense, de l'ICASTOLA n'est pas l'enseignement du basque, mais la transmission de la connaissance et des méthodes de travail, je répète. Et la transmission de la langue basque. Mais en basque, et en basque, mais pour transmettre la langue basque. Après, c'est une question de sémantique, si vous voulez. C'est une convention c'est une convention qu'on a travaillée avec CHK et Goitza, l'association qui porte les biens pour CHK. Donc c'est une convention type qui a été signée par l'ensemble des communes qui mettent à disposition des locaux comme on va le faire. Mais oui, le CHK fait d'abord de l'enseignement et de l'enseignement en immersif en basque. Mais je ne pense pas que ce soit seulement sémantique, et je pense même que ça pourrait aller à l'encontre d'une convention avec l'État ou un agrément. L'objectif, c'est bien la transmission du savoir, quelle que soit la langue, de la connaissance. J'ai vérifié les termes. C'est la connaissance et les méthodes de travail. Très bien. Bon, voilà. Et une dernière question toujours sur l'ICASTOLA. Donc je me souviens, je ne sais plus situer, mais donc il y a quelques mois, vous nous aviez annoncé le projet d'héberger l'ICASTOLA à la Croix-Rouge. Et la réflexion était, ce qui avait été annoncé à l'époque, c'était nous prenons contact avec les villes autour qui ont des situations comparables, notamment pour déterminer les modalités. Et vous nous aviez dit que nous reverrions ce sujet. Voilà. Donc là, nous délibérons directement sur 3 semaines après la rentrée sur ce sujet. Et dans les modalités, évidemment, ce qui risque d'interpeller les Ciboriens, c'est le loyer. Donc comment se situe ce loyer? Comment avez-vous évalué ce loyer pour un local qui est grand, placé en centre-ville? Il vous paraît trop bas, trop important? Comment l'avez-vous évalué? Puisque nous étions restés il y a quelques mois sur nous vous dirons comment nous fixerons les modalités. On a comparé à ce qui se faisait à peu près dans les communes voisines, le prix qui était appliqué, qui est différent, mais qui est aux alentours de 10 000, qui est aux alentours de 10 000, 12 000, voire certains c'est gratuit, on peut dire. Oui. Donc voilà, on est resté sur 10 000 euros, étant donné que l'école ne sera pas occupée. On a considéré que les mois de juillet et août n'étaient pas comptabilisés. Donc 1 000 euros par mois, moins 2 mois, ça fait 10 000 euros, tout simplement. Ça se situe comment par rapport aux conditions précédentes, du lieu précédent? l'ICASTOLA, c'est une économie, Je ne connaissais pas les conditions d'hébergement. Ils étaient chez eux, mais il y avait un coût. Mais il y avait un coût. Il y avait une charge de la dette. Après, je ne connais pas le montage financier de l'acquisition qu'avait fait CHK avec le terrain. Je ne sais pas. Donc, je n'ai aucune idée. Mais c'est un coût. C'est un coût que l'ICASTOLA Cascalteña devra
prouvé, c'est un montant de 10 000 euros, ce n'est pas rien pour une école associative. À quoi on rajoute aussi, il faut préciser que l'ensemble des fluides seront à charge aussi de l'établissement. Et aussi la gestion du bâtiment hors travaux structurants qui nous incombera comme propriétaire du lieu. Okay. Merci, monsieur le maire. Donc je continuerai sur le même sujet. Et alors tout d'abord une petite précision. Nous voudrions vous dire que nous ne souhaitons pas commenter le fond de cette convention, puisqu'en définitive c'était un projet clairement identifié. Donc je pense qu'il est légitime que vous le mettiez en place, puisque les élections vous ont été favorables, donc je ne discuterai pas sur le fond. Par contre, sur la convention, comme mon collègue, je trouve regrettable qu'elle ne nous ait pas été présentée en amont. Oui, je peux continuer? Merci. Qu'elle ne nous ait pas été présentée en amont. Et j'aurais quelques points, moi aussi, à éclaircir. Vous avez, pour, je dirais, justifier le loyer, noté que l'occupation est consentie pendant la période scolaire. Donc, est-ce que vous avez envisagé d'attribuer d'autres espaces à des associations qui pourraient les utiliser quand l'Icachtola n'est pas en possession des espaces? Puisqu'en définitive, comme mon collègue, je ne me suis pas étonnée, hein, mais 10 000 euros pour... combien? Ça fait 800 euros par mois pour 900, un peu plus de 900 mètres carrés. Mais bon, voilà, c'est vrai que cette occupation, d'après votre convention, est partielle, limitée. Alors, je ne sais pas, hein, d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir transmis la convention, que l'on n'avait pas eue et que j'avais demandé. Donc, voilà, cette occupation est limitée apparemment dans l'espace et dans le temps. Donc c'est sans doute ce qui justifie un loyer relativement bas, mais nous n'en discuterons pas. Simplement, je voudrais savoir, voilà, si des associations qui manquent cruellement d'espace vous demandent l'occupation de ce bâtiment pendant les vacances scolaires ou pendant les petites vacances ou peut-être des espaces parce qu'ils n'ont peut-être pas besoin de cette classe encore. Est-ce que vous seriez amené à considérer ces demandes? Donc, ça, c'est vous préférez que je liste toutes les questions? Non, je pense que j'en ai 3 en tête. Merci. Mais je ne sais pas si vous avez fini ou vous en avez encore? Oui, j'en ai 4. Sur l'Icachtola? Oui. D'accord, continue alors. Je continue? Oui. D'accord. Alors, à l'article 15, nous apprenons que la commune s'engage à prendre en charge les grosses réparations. Est-ce qu'elles sont listées? Parce que grosse réparation, ça veut tout dire et rien dire. Donc, est-ce que vous avez dans la convention énuméré les réparations qui seront à charge de la commune ou à charge de l'association? Enfin, une autre question. Lors de vos orientations budgétaires, nous avions soulevé un engagement financier assez important pour l'achat de mobilier pour cette école. Je crois de l'ordre de 35 000 euros, si je ne me trompe. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il est mis à disposition de l'association du mobilier dans les classes ou dans le service restauration, parce que je crois que vos acquisitions concernaient, je ne sais pas si c'était des machines à laver ou autre, et étant donné l'usage intensif de ces machines, je pense que ça pourrait avoir un impact important si, voilà, moi, un propriétaire qui loue un appartement vide, il n'est pas responsable du matériel. S'il loue un appartement avec un aménagement en cuisine, il est responsable de tout le matériel. Donc, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que
on peut se dire que, je ne sais pas, les fours de remise en température seront pris en charge par la commune quand ils seront changés. Est-ce que dans les classes, il y a du matériel style, je ne sais pas, tableau numérique ou autre, qui sont mis à disposition et qui seront à charge de la commune? Voilà, un certain nombre de questions. Et ensuite, moi j'ai une dernière question qui, par contre, est plus importante. Je suis un peu trop longue? Non. Je suis pas trop longue? Ah bon. Donc une dernière question qui me semble très importante. Avez-vous eu d'autres discussions, monsieur le maire, avec cette association, ou simplement la discussion concerne la convention d'occupation de ce lieu? Je vais préciser ma question et mon interrogation. Cette association utilisait un espace qui lui appartenait. Donc, voilà, je voulais savoir si vous avez, lors de vos discussions avec l'association concernée, exigé des engagements quant à la destination du foncier ainsi libéré. C'est tout. Point par point. Pour ce qui est de la communication de la convention, je rappelle que ça reste quand même relativement une convention classique de mise à disposition de locaux, sauf que là il y a un loyer. Des mises à disposition de locaux, on en fait tous les ans. Bon, on ne les passe pas tous en commission, pour autant ça ne vous perturbe pas. Là pour les cachetolas, bon, ça vous perturbe. Ça ne me perturbe pas, monsieur le maire, mais simplement je demande des renseignements. Je vous ai laissé parler. Non, vous avez juste dit qu'on ne l'a pas passé en commission. La première remarque que vous avez dite, je pense que monsieur Perry aussi l'a évoqué, si je ne me trompe pas. Cette convention était dans le dossier à disposition de l'ensemble des élus pour la préparation de ce conseil municipal. Donc s'il y a des questions, des remarques, vous pouvez très bien venir nous voir, il n'y a pas de souci. Pour la fixation du loyer, donc comme je l'ai répondu à M. Perry, donc on s'est basé sur les loyers qui étaient appliqués dans les communes avoisinantes, que ce soit Saint-Jean-de-Luz, Sandaille, sur des locaux qui sont la plupart des anciennes écoles publiques qui ont été mis à disposition de CHK. Donc on est sur les mêmes montants. Deuxième chose, je veux préciser quand même qu'on parle d'écoles associatives. C'est d'abord des associations. On met à disposition un local à une association de Cibouriens. Et comme toute association, on parle de structures qui ont des moyens limités. L'association Cache-Calotegna sera l'association qui paiera le loyer le plus important à Cibourg pour la mise à disposition de locaux. Il faut savoir qu'à Cibourg, la plupart des associations ne payent pas de loyer. Ils n'ont pas 950 mètres carrés. Hein. Combien a le stand de tir? Si vous voulez, on peut faire un ratio. Non, je pense que c'est puéril et ça ne sert strictement à rien. Mais c'est quand ça vous arrange. Non, mais ça m'arrange. Je vous ai dit que je ne voulais pas discuter du loyer. Non, mais vous avez sous-entendu. Non, pas du tout. Ouais. Ça ne vous pose aucun problème. Les non, questions je vous ai posées. Vous avez posé des questions, je réponds aux questions. D'abord, j'ai une petite précision, monsieur le maire, s'il vous plaît. La convention n'était pas dans les pièces jointes. Vous l'avez demandé. Je l'ai obtenue et je vous en ai remercié. Je répète, ça reste la mise à disposition d'un bâtiment certes important, mais une association et une école qui aujourd'hui a 67-68 élèves, qui est quasiment, on arrive à 18% des effectifs de Cibourg. Donc ce n'est pas rien. Et donc ça reste une association, et je répète, c'est l'association de Cibourg qui paiera le loyer le plus important à la ville de Cibourg pour la mise à disposition d'un local appartenant à la ville, sachant que la plupart, si ce n'est pas tous les associations, aucune association, si ce n'est, je pense, le stand de tir et Léo Lagrange, tout le reste ne paye pas de loyer. Le foot ne paye pas de loyer, le rugby ne paye pas de loyer, les associations qui sont dans la maison des associations ne payent pas de loyer, etc., etc. Donc voilà. Je pense que c'est important de le préciser. Pour ce qui est des gros travaux, donc c'est l'article 606 du Code civil qui le stipule. On parle surtout de grosses œuvres, de travaux structurants, que ce soit du ravalement, des murs, de la toiture, des huisseries.
parle vraiment de réparation qui incombe à tout propriétaire qui loue un bien. Pour savoir si on le loue, si on fait une location meublée, pour ce qui est du mobilier qui pourrait rester dedans, il faut savoir qu'on a pris tout ce qu'avait besoin l'école publique. Donc, c'est-à-dire qu'on a rapatrié l'ensemble des tables, des chaises, des tableaux, des armoires, du matériel de cuisine, de machines à laver, tout, La cantine. quasiment une grande partie de la cantine. Et après, voilà, ceux qui n'en avaient pas besoin, on l'a laissé à disposition d'Icachtola. Maintenant, si quelque chose tombe en panne, ça sera à l'Icachtola de le payer. Très clairement. Et pour la dernière remarque par rapport au foncier qui appartient à CHK, on est en discussion sur l'avenir de ce foncier. Très bien, vous me rassurez. Juste une question, donc je vous demande une petite précision. Vous me dites donc que dans l'école, le matériel de cantine neuf, on avait acheté en début d'année, il n'est pas dans cette école. Il n'est pas dans cette école. Non, parce que les gars, je la recherche en... Non, ça a été rapporté à l'UMA. Ça a été rapporté à l'UMA. Il y a la cantine de l'école. Ah d'accord, donc vous l'aviez acheté pour le mettre à l'UMA. Ah d'accord, très bien. Pas de tableau numérique, pas de... On l'a acheté parce qu'il fallait finir parce qu'on avait D'accord. finir aussi Donc je vous ai bien entendu, le matériel qui, parce qu'il ne servait à personne, est resté dans l'école, il ne sera pas pris en charge par la ville, mais par l'association, le jour où il ne sera plus en état de marche. Merci. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des associations, je précise. Mais pour ça, vous ne faites pas de remarques. Pardon, j'ai pas compris. Je ne fais pas de Je remarques. précisais qu'on a aussi du mobilier Oui, ou de l'électroménager oui. qui sont dans des locaux associatifs. Ils sont remplacés par la ville. Je ne Et connais tout pas tous les mobiliers qui sont dans tous les locaux je ne sais occupés par les associations, etc. Je ne sais pas, vous avez été Je quand ne même connais pas. première adjointe lors du précédent mandat, vous avez été élu pendant 20 ans dans cette commune, vous savez comment ça a été géré. Donc, vous savez ce que vous avez fait quand même. Allez. Y a-t-il d'autres remarques? Vous avez beaucoup de références au passé, hein, je vous le reproche. Non, à chaque c'est fois, quand on mais- essaie de nous donner des leçons, ben voilà, j'aime bien rappeler à la personne qui nous donne des leçons. Bien, monsieur ce Le qu'elle a Vert, fait. tournez-vous vers l'avenir et pas Ne vers le inquiétez passé. pas, voilà, là, on n'est pas tourné vers sur le passé. Allez, y a-t-il d'autres remarques sur d'autres délégations? Non, il n'y en a pas. On prend acte. Point 3. Contrôle de la Chambre régionale des comptes. Présentation du rapport d'observation définitif relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Cibourg. Le rapport remis à la commune par la Chambre régionale des comptes concernant la période depuis l'exercice 2016 jusqu'à la fin 2021. Ce rapport porte principalement sur une gestion de l'urbanisme. Il comporte 7 recommandations, dont 6 relatives à la question financière et une à l'urbanisme. Pour les 6 des 7 recommandations, le travail a été engagé. Pour le 7e, à savoir le contrôle régulier des régies, les services sont prêts à engager ces démarches dès la fin de l'année 2022. Un agent ayant été fléché pour ces questions et l'ensemble des régisseurs formés à la tenue d'une régie. Globalement, il y a tout lieu de se réjouir de ce rapport. Donc, c'est ouvrir un débat sur ce rapport si vous le souhaitez. Donc, on prend acte. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Il n'y en a pas. Oui, allez-y. Bien, vous voyez, alors on va prendre acte du débat qui est quand même assez succinct. Alors juste une petite réflexion pour vous dire que ce rapport nous semble très important. Tout d'abord, la présentation de la ville permet à chacun d'identifier ses richesses et ses faiblesses, ses atouts qui ont facilité et faciliteront les actions mises en place par les différentes équipes afin d'améliorer le bien-vivre de nos administrés.
et aussi de répondre aux exigences de l'État en matière notamment de production de logements sociaux, tout en respectant les règles environnementales. Il met aussi en avant ses faiblesses, ou surtout, je dirais, les contraintes du territoire. Ainsi, les recommandations faites permettront d'en atténuer les effets. Nous sommes persuadés, Monsieur le maire et chers collègues, que vous les appliquerez avec courage et ténacité, comme nous l'avons fait durant notre gestion. Sans vouloir être trop longue, je rappellerai enfin que la mise en place de ces recommandations nécessite souvent des budgets complémentaires. Et dans ce domaine, nous nous félicitons d'avoir laissé notre commune dans une situation financière très satisfaisante. Constat déjà annoncé par le cabinet d'audit mandaté par vous en 2021 et conforté aujourd'hui par le présent rapport. Que ceux qui étaient inquiets de la situation financière de notre commune se rassurent. Notre commune n'est pas au bord du gouffre et sa situation financière plus qu'enviable permettra, nous le souhaitons, les investissements nécessaires aux grands défis des années à venir. Merci, Monsieur le maire. Certes, la situation aujourd'hui, si on prend la situation financière année par année, pour cette année, pour l'année dernière, ces dernières années, si on prend une année simple, c'est sûr que les finances sont bonnes. On n'est pas surendetté, on arrive à investir, mais il y a quand même des points de vigilance que ce rapport remet en exergue, qu'on avait déjà mis en exergue quand on avait fait notre audit. C'est la masse salariale que vous nous avez laissée, qui est très importante, qui aujourd'hui est de 65,3% par rapport sur le budget, sur les charges générales. Il faut savoir pour une commune similaire qu'on est à peu près à 57%. Et le seuil critique, on peut considérer qu'il est au-dessus de 60%. Voilà, on a dépassé. Aujourd'hui, on arrive à l'absorber, mais il faut savoir que sur la gestion des ressources humaines, on n'a plus de marge de manœuvre. Ça veut dire ça. Aujourd'hui, si on veut renforcer un service, des fois, si on a plusieurs services à renforcer, malheureusement, des fois, il faut qu'on fasse des choix. Parce qu'on n'a pas la capacité de rajouter encore un effort sur cette masse salariale. Donc, on essaie de la gérer au mieux. C'est pas facile, ça se fait pas d'une année à l'autre. C'est un travail de longue haleine, mais c'est quelque chose qu'on surveille de très près et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Je vous dis. Il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est le droit de mutation. Aujourd'hui, si on prend notre capacité de désendettement, si on prend le rapport qui s'arrête en 2020, on était sur un ratio de 3,4 ans, ce qui n'est pas beaucoup, peut-être trop faible aussi, ça c'est des points de vue. Mais si on prend des droits de mutation, c'est-à-dire de 500 000 euros, c'était la base qu'on se met, ce ratio serait de 8 ans. Et on parle, et je le répète à chaque fois, on parle d'une recette fiscale sur laquelle on n'a aucun levier et sur laquelle on n'a aucune vision. Et les recettes qu'on est en train de percevoir cette année nous montrent vraiment que ce sont des recettes qui sont très fluctuantes. Si la tendance qui a commencé au mois de juillet, août, continue de la même manière, l'année dernière, on a perçu plus d'1 million d'euros, à peu près 1,1 million. Cette année, on n'y arrivera pas. On sera peut-être loin. Si la tendance se confirme. Voilà. Ce sont vraiment des choses à surveiller de près parce qu'on a des finances qui sont correctes, parce qu'on a des droits de mutation qui sont exceptionnels, sur lesquels on n'a aucun levier, aucune vision et aucune certitude. Et troisième point aussi, c'est les pénalités SRU. Aujourd'hui, on n'en paye pas. Depuis 2 ans. Parce qu'on arrive à déduire les différents investissements qui avaient été faits à l'époque ou qu'on est en train de faire, ce qui fait qu'on ne paye pas de pénalité. Mais c'est
ces investissements qui sont déductibles auront une fin aussi. Aujourd'hui, la pénalité, si on s'arrête au dernier chiffre, on est aux alentours de 130 000 euros. L'année dernière, en 2020, on n'en a pas payé, en 2021, on n'en a pas payé, cette année, on n'en payera pas. L'année prochaine, je ne pense pas non plus. Mais c'est quelque chose à surveiller parce que 130 000 euros de plus et des droits de mutation qui peuvent baisser de 200 à 300 000 euros, c'est quelque chose qu'on va sentir passer. Pour ce qui est aussi, ce rapport est très intéressant aussi sur la partie urbanisme, elle démontre très bien la volonté de la ville de répondre à ses obligations en ce qui concerne la loi SRU, sa production de logements sociaux, pour maintenir une population stable sur la ville de Cibourg, parce qu'elle démontre bien qu'on est une commune qui est en déperdition démographique. Une élaboration du PLU qui a respecté l'ensemble de la procédure de rédaction du PLU. Un PLU aussi qui prend en compte les observations du SRADET, c'est-à-dire l'orientation qui est donnée pour la diminution de la consommation foncière de 50%. C'est quelque chose qu'on a mis en place et la Chambre régionale des comptes le souligne. Et une concertation aussi qu'on a mis en place qui va au-delà du cadre réglementaire, donc une concertation qui a été très importante sur la ville de Cibourg pour l'élaboration de ce PLU. Et dernièrement aussi, c'est lié à l'urbanisme, une commission d'urbanisme qui fonctionne très bien, qui ne se réunit pas au coup par coup comme ça a pu être le cas lors du précédent mandat, mais une commission d'urbanisme et de travaux qui se réunit tous les mois et qui aborde l'ensemble des sujets d'urbanisme, de travaux et de diverses questions d'infrastructure. Donc c'est un rapport qui est très intéressant, comme vous l'avez dit. Y a-t-il d'autres observations, d'autres remarques? Je n'irai pas dans le détail de votre exposé. J'ai bien compris qu'en synthèse, tout ce que nous avions fait était nul et tout ce que vous faites est merveilleux. Mais ça va y c'est pas grave. C'est un peu simpliste. Donc je ne rentrerai pas là-dedans. Mais simplement, je ne peux pas vous laisser dire, quand vous parlez des droits de mutation, vous nous dites la durée de désendettement est aujourd'hui de 5,2, ce qui est pas mal, etc. Mais si on prenait 500 000 euros, elle serait de 8. Ne nous dites pas n'importe quoi. Parce que 500 000 euros, c'est un budget. 1 million, c'est le chiffre réel. Et les différentes strates où nous nous situons sont basées sur le chiffre réel, pas sur une hypothétique inscription qui est raisonnable et que je comprends tout à fait. Vous n'inscrivez que 500 000 euros. Si nous avons 1 million, tant mieux. Et combien de fois on a défendu l'idée qu'on n'inscrivait pas une somme maximum pour ne pas être après embêté. Mais ne me dites pas, si on prend 500 000 euros, la durée de remboursement sera de 8 ans. Non, ça n'a aucun sens. Donc, juste cette petite remarque, c'est tout. Merci, monsieur le maire. Ça n'a peut-être aucun sens pour vous, mais financièrement, c'est un sens, surtout parce qu'on parle d'une recette fiscale qu'on ne peut maîtriser. Ces dernières années, elle est très importante. Mais je rappelle, je vous dis, on suit tous les mois, on fait un suivi des droits de mutation. Je veux dire que si la tendance du mois de juillet et du mois d'août se confirme, on ne sera pas au million. Mais je ne vous dis pas ça. Je vous dis pas ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Voilà. Combien de fois vous l'a-t-on dit, monsieur le maire, quand vous nous accusiez de ne pas inscrire une somme suffisante? Bon. Allez. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas. Donc, on passe. Donc, on prend acte. On prend le quatrième point, c'est toujours la Chambre régionale des comptes qui nous rend un rapport, mais là pour l'agglomération Pays Basque. Le rapport remis par la Chambre régionale des comptes à la communauté d'agglomération est de fait le premier rapport pour cette nouvelle structure, ce qui se trouve fortement dans sa rédaction. En effet, le rapport comporte une historique du processus de création de la CAPB, un détail des modalités de gouvernance, un point sur la qualité de l'information financière et comptable et sur la situation financière qui est relativement bonne. Et pour terminer,
un point sur l'exercice des compétences et les équilibres entre les territoires. Le rapport comporte 11 recommandations, dont une a été mise en œuvre en 2021 et 9 sont en cours de mise en œuvre. Plusieurs recommandations concernent la mise en œuvre d'obligations réglementaires n'ayant que peu d'impact sur le fonctionnement et la gestion de la CPV et sont plutôt relatives à l'information des communes et des habitants, réalisation d'un rapport d'activité par exemple. D'autres recommandations sont plus stratégiques pour la communauté, mais aussi pour ses relations avec les communes, adoption d'un projet de territoire, formalisation d'un PPI, adoption d'un nouveau pacte fiscal et financier. Y a-t-il des remarques sur ce rapport un peu plus étoffé que le nôtre, un peu plus long à lire? Il n'y en a pas. Donc, on prend acte. Point 5, première tranche de l'aménagement de la plaine des sports, approbation du plan de financement. Toujours moi. Nous vous proposons cette délibération afin de pouvoir répondre à l'appel à projet que vient de lancer le département des Pyrénées-Atlantiques, Terre de Jeux 2024, qui a pour objet de financer des équipements sportifs et de loisirs de proximité. Il s'agit d'une opportunité de financement que nous souhaitons saisir. Le dossier nécessite l'approbation d'un plan de financement, ce qui ne signifie pas l'approbation du projet, d'autant que le projet reste à préciser. Pour rappel, une étude de programmation donnant des orientations avait été réalisée. Différentes zones d'aménagement avaient été identifiées et nous avons choisi de commencer par travailler sur l'aménagement du secteur situé entre la zone de chantier Larmanou et la promenade et le bras de la Nivelle. Cette première phase doit, au préalable, faire l'objet d'une étude de maîtrise d'œuvre. Y a-t-il des remarques? Oui. Tout d'abord, nous tenons à préciser ce soir que la nouvelle mouture de cette délibération nous convient beaucoup mieux que la précédente et que nous apprécions la prise en compte de nos remarques. En effet, lors de la commission finances du 12 septembre, vous nous avez proposé une délibération actant un projet d'aménagement de la plaine des sports dont le financement n'était pas certain car conditionné par son éligibilité par le conseil départemental. Cela nous semblait très hasardeux. Certains ont trouvé ça bien, pas nous. Nous vous avons donc proposé de voter ce soir pour une approbation de financement. Notre proposition ayant été retenue, nous voterons donc pour cette délibération. On n'a pas dû participer à la même commission. Ça doit être ça. Monsieur Perry. Moi, j'ai bien compris en commission que nous prononcions sur le schéma de financement. Par contre, mais ça peut vous échapper. Par contre, vous venez de dire, monsieur le maire, je vous cite, que le projet restait à définir. Et sur une question que j'ai posée en commission, on m'a dit qu'il était très, très, très bien défini, déjà, qu'il restait peu de marge d'évolution. Donc, voilà. Donc, je reviens à mes questions. Je suis un peu têtu ou cohérent selon d'où vous regardez. Je reviens au sujet qui concerne le public. Si le projet est assez bien défini, il va être temps, aussitôt le financement obtenu, de le présenter au public. Alors, ça, question de sémantique encore. Qu'est-ce que c'est très très défini ou pas? Non. La commission, j'ai posé la question. Oui, est-ce que l'on pourrait voir? On était à la même commission. Oui, et je vois quelqu'un qui essaie à votre gauche. Ici. Oui, mais je sais. Et c'est moi qui ai répondu. Donc, c'était pas à définir en commission. Non, peu importe le niveau d'avancement. Le projet d'aménagement en lui-même qui avait été lancé par la précédente équipe, donc on a une esquisse qui est assez bien avancée sur l'aménagement de la plaine des sports et sur ce tronçon ou sur ce secteur qu'on a privilégié, c'est-à-dire la butte, terrain vague, appelez ça comme vous voulez, sur ce terrain. Aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'on peut y faire. On sait qu'on peut faire un cheminement, on peut apporter des jeux, on peut faire des plantations, on peut végétaliser de manière un peu plus cohérente, on peut apporter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de propositions dans cet avant-projet. Maintenant,
il reste une maîtrise d'œuvre. Maintenant, il faut le mettre sur plan. Je reviens seulement sur l'intérêt pour une municipalité de présenter très en amont les hypothèses au public. Mais aujourd'hui, à part, oui, on pourrait montrer une esquisse, si vous voulez. Mais ce qu'il faut présenter, c'est un plan, quelque chose de concret sur lequel les gens pourraient faire des contributions. Donc, ne vous inquiétez pas. Dès qu'on aura avancé, et si on avance, parce que surtout si on a le financement, si on n'a pas le financement, peut-être ça prendra un peu plus de temps. Mais ce point-là, sur la réflexion et sur le partage avec la population, je vois que vous avez un intérêt sur ça. Je veux rappeler que sur le comité de quartier qui était de Marigny-là, si je ne me trompe pas, cette question avait été abordée et la réponse qu'on avait apportée, c'est que le comité de quartier qui peut toucher ce secteur-là pourrait être aussi associé à cette réflexion. Donc, ne vous inquiétez pas, si on avance, il y aura de la concertation sur le sujet. Merci. Et entre autres avec le comité de quartier. Maintenant, je ne sais pas s'il faut répondre à votre remarque. Ce que je viens de lire, c'est la réponse qu'on vous a apportée à votre questionnement quand vous avez dit est-ce qu'on vote un projet ou est-ce qu'on vote un plan de financement? On vous a répondu non, on vote un plan de financement parce que le projet reste à définir encore. Donc voilà, donc ce n'est pas une contribution que vous avez faite, c'est une réponse qu'on a apportée à une question légitime que vous avez posée. Voilà. Donc je vois que tout le monde est d'accord sur cette délibération. Je vous propose qu'on passe au vote. Non, vous ne voulez pas que je peux rajouter un petit Non, quelque c'est pas. chose? Non, Non, c'est pas c'est là. bon. Vous étiez présent à la commission, là. Oui, j'étais présent. D'accord. Et vous pouvez me dire... On passe au vote. Qui Merci. s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Je vous remercie. Rapport annuel du syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. Le rapporteur est monsieur Dufour. Garonne. Donc il s'agit juste de prendre acte de la présentation du rapport d'activité du SDEPA, le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, qui était joint à l'ordre du jour. Donc avant de prendre acte, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Nous prenons acte. On passe au point 7, Fonds de solidarité logement 2022. Bonsoir. Il s'agit par cette délibération de participer au financement du Fonds de solidarité logement dont la gestion est assurée par le département. La participation appelée auprès de la commune est la même qu'en 2021, soit 6 152 €, 4 306 € au titre du logement et 1 846 au titre de l'énergie. À titre d'information, 36 ménages cibouriens ont bénéficié d'une aide au titre du FSL pour un montant global de 11 329 €. Avez-vous des questions? Moi, juste une question pratique. Est-ce qu'un agent de la ville de Cibourg participe à ces commissions FSL? Madame Oui. l'assistante sociale, toujours? D'accord, merci. Parce que je pense que c'est important, parce que quand elle était là, elle défendait les dossiers. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Point 8, Goulet-Mendia, diagnostic pastoral, convention de partenariat et de groupement de commandes. Rapporteur monsieur Diaz. Adio. Par cette délibération, il vous est proposé d'approuver le partenariat mis en place avec les communes du massif de la Rhune pour la réalisation d'un diagnostic pastoral. Ce diagnostic fera l'objet d'un financement par la communauté de travail des Pyrénées pour la totalité des dépenses qui seront engagées, soit 25 000 €. Afin de confier la réalisation de ce diagnostic à une structure spécialisée, un groupement de commandes sera constitué entre les 8 partenaires au projet. Il y a donc lieu d'approuver la constitution de ce groupement de commandes et la convention correspondante. Avez-vous des questions? Je vois qu'il n'y en a pas. Passons au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. 2 personnel communal, création d'emplois permanents à compter du 1er novembre 2022. Rapporteur, Bonsoir. Suite à des promotions internes et avancement de grade, il convient de créer des emplois correspondants. Les emplois sont les suivants. Un emploi à temps complet sur le grade d'adjoint technique, création d'emplois suite à une période contractuelle, agent polyvalent de l'équipe bâtiment.
Un emploi à temps complet sur le grade d'adjoint technique principal de première classe, création d'emploi dans le cadre d'un avancement de grade, agent d'entretien et de restauration au service éducation. Un emploi à temps complet sur le grade d'agent de maîtrise, création d'emploi dans le cadre d'une promotion interne, agent responsable de l'équipe broderie et réseau divers. Un emploi à temps complet sur le grade d'adjoint administratif principal première classe, création d'emploi dans le cadre d'un avancement de grade, agent du service urbanisme. Un emploi à temps complet sur le grade de rédacteur, création d'emploi dans le cadre d'une promotion interne, agent responsable du service éducation. Un emploi à temps complet sur le grade d'adjoint du patrimoine principal de première classe, création d'emploi dans le cadre d'un avancement de grade, agent responsable de la médiathèque. Avez-vous des observations? Lors de la commission finances et personnel, vous étiez présent. Vous aviez prévu que pour ce conseil une autre délibération concernant les suppressions des emplois correspondants, ce qui est une démarche classique. N'ayant, selon vos propres aveux, pu obtenir le quorum pour la tenue de ce comité technique, cela n'a pas été possible. Est-ce que, depuis, ce comité s'est réuni ou une autre date est prévue? Alors, première chose, les suppressions ne sont pas, par rapport aux emplois correspondants, ne sont pas automatiques. Et non, le CT ne s'est pas... Hein. Je vous réponds. Et non, le CT ne s'est pas encore réuni. D'accord, merci. C'est prévu pour le 27. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas. Passons au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Point 2. Création d'une aide à la formation à la langue basque pour les agents communaux. Rapporteur est Madame Lascaux. Gawon. Donc, par cette délibération, nous vous proposons de créer une aide au bénéfice des agents de la commune qui souhaitent apprendre le basque. Donc, comme vous le savez, la commune a signé un contrat de progrès avec la communauté d'agglomération pour favoriser l'utilisation de l'euskara dans le fonctionnement de la vie municipale. Ce contrat permet aux agents des services priorisés et intéressés, bien sûr, de se former sur leur temps de travail. Le coût de la formation est pris en charge par la commune. L'objectif de cette nouvelle aide est d'accompagner les agents qui ne font pas partie d'un service priorisé ou qui ne peuvent pas suivre la formation. Une partie du coût de la formation réalisée auprès... L'objectif de cette nouvelle aide donc, est d'accompagner les agents qui ne font pas partie d'un service priorisé ou qui ne peuvent pas suivre la formation sur leur temps de travail en finançant une partie du coût de la formation réalisée auprès d'un organisme agréé. Donc, l'aide sera progressive afin d'inciter les agents à poursuivre la formation sur une durée de 3 ans. Avez-vous des questions? Donc, il n'y en a pas. On a répondu à toutes vos questions. Dans la commission, on a tous assisté. Donc, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dernier chapitre, culture, patrimoine et vie associative. Il y a un seul point, le désherbage des collections de la médiathèque. Par cette délibération, il s'agit d'autoriser le désherbage des collections de la médiathèque et de fixer les modalités de cette opération en définissant les documents concernés par l'élimination et la destination de ces documents. Y a-t-il des questions, des observations? Sur une note d'humour, pour le désherbage, vous utilisez des produits autorisés ou non? Merci. Étant donné qu'il n'y a pas de... Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Il n'y a pas de questions diverses. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je clôt cette séance et je vous en remercie. Bonne journée, bonne soirée et à très vite.